Salut ma gang de Poivrons Rouges. Aujourd'hui pour l'épisode 5, on a un beau programme pour vous. On parle de Midnight, qui est une gang de rue au Japon qui faisait principalement de la course illégale à des vitesses folles. Donc on va parler de ça et de tout ce qui est la culture qui englobe ce gang-là qui était vraiment là, emblématique au Japon. Donc on va parler de ça, on va avoir un peu de fun à travers de ça. Restez avec nous, c'est vraiment un bon épisode. Sur on remarque sur genre des petits jeux vidéo. Comment... What the fuck? T'es en train de tout fucker notre affaire, là. Hey, deux, j'essaie juste de partir. Après ça, c'est moi, le boomer. J'ai salué mon sel, ça a tout fucké ma vue. Hey, Excellent. Comment vous allez? Ça va? Ça va Ça va tout? bien, toi? Yes, sir. Fait qu'aujourd'hui, Midnight Club, genre de ça. C'est quoi Qu'est-ce que Midnight Club? C'est qui Midnight Club? Ils font quoi? Ils mangent quoi? C'est le jeu, ça? Ouais. C'est ce qui a Je me mené au jeu. rappelle, je jouais au PS2 et au PS3, ça. C'est-tu exactement ça? On va voir tantôt. On va voir si c'est ça pour vrai. OK. Fait que, mettons, on va se mettre un petit contexte, là. OK, on est au Japon, OK? Ça, j'aime ça. On est les années 80, milieu 80. Ça fait des décennies que, dans le fond, que la Deuxième Guerre mondiale est finie. Puis, ce qui est arrivé, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, au Japon, il s'est instauré un genre d'insécurité un peu financière. Le gouvernement japonais, il essaie d'inciter les gens à économiser pour se préparer au cas qu'il y a un crash à la fin, après la guerre ou tout de même, que l'économie aille moins bien. Puis, ça fait des décennies que les gens sont mis à économiser, puis pas trop dépenser, puis des trucs comme ça, vraiment, le strict minimum. Puis, rendu au milieu des années 80, le monde commençait à avoir pas mal d'argent en banque, là, si on résume, tu sais. Je sais pas. C'est là que ça vire, là. J'ai pas fait mon bac en économie puis en histoire, là. Fait qu'on va se faire ça généralement. Les gens ont savé longtemps. Il y avait du cash dans les années 80. Puis là, les compagnies en général, les manufacturiers, les autres, ils se sont rendus compte que les gens ici, ils ont de l'argent. Là. On va faire des petits trucs. On va essayer de vendre ici. Je pense que c'est important comme d'expliquer que ça a amené tous les chars typiques JDM c'est ça. qui existent en ce moment. C'est là que je à m'en cause venais. de cette bulle-là. Là. Exactement, Jay, c'est ça. C'était là que je m'en allais. C'est avec le boom économique que ça a donné, puis que les manufacturiers, comme je disais, ils savaient que les gens avaient beaucoup d'argent en leur possession. Il y a beaucoup d'argent qui roulait dans l'économie. Ils se sont mis à se dire, crème, on pourrait faire des chars qui sont sport, là, tu sais, souvent, parce que quand tu fais un char sport, ça prend des gens qui ont plus de budget, là. T'as besoin de demande. C'est comme c'est une petite gâterie, tu te fais. Fait que là, ils se sont mis à faire les RX-7, les Celica Supra, les premières générations de Silvia, les trucs comme ça. Puis, les chars étaient super abordables du fait que l'économie, elle se stimulait entre elles à l'interne dans le pays. Donc, ça se vendait beaucoup. Puis, il y a beaucoup de jeunes qui pouvaient se permettre de s'acheter ces chars-là, qui sont sport, puis qui pouvaient se les payer, ou bien leurs parents pouvaient les payer pour leurs enfants, leurs jeunes, des trucs comme ça. Mais tout ça, ça a comme un peu fucké quand que ils sont mis à faire des chars de plus en plus puissants, performants. Puis un des premiers qui a vraiment comme changé la donne, c'est la 300ZX en 89, le modèle Z32 Twin Turbo, qui avait 320 chevaux en sortant du dealer. C'est quand même pas mal pour, admettons, un jeune qui vient d'avoir son permis comme premier char ou peut-être deuxième char, début vingtaine, qui peut se payer un 300ZX 320 chevaux direct de même comme premier char. C'est assez élevé, là. T'as-tu le retail price un peu tu sais, qu'est-ce que ça va Non, j'ai pas le prix exact, mais je pense que si je me trompe pas, ça tournait dans les 20 000, là. Mettons en US, je pense que c'était 24 000. OK. C'était environ 30 000 en 89. OK, quand même. Ça, c'est sûrement le modèle Twin Turbo, sûrement un peu plus cher, j'avoue. Juste ça, la valeur d'aujourd'hui, ça doit valoir comme 60. Là. Ouais, c'est ça, exact. C'est ça, c'est super dangereux que les jeunes peuvent se payer des chars de même. Fait que là, souvent, le Japon aussi, il a essayé de contrer ça en instaurant des barrières un peu pour la production des autosports.
Fait que, ils ont créé un truc qui s'appelle le Gentleman's Agreement. Ils se sont dit, on va limiter les chars à 276 chevaux. C'est le maximum. Tous les chars, 276 chevaux, peu importe. C'est quelque chose qui est encore en place, là, aussi. Ouais. Je pense que... je sais pas si c'est encore. Non, non? Je vais voir parce que je sais que l'agreement, ils l'ont fait pendant 25 ans. Fait que probablement, ouais, c'est ça. Okay. Ben, c'est plus en cours parce que sinon, on aurait pu la GTR R35. Ouais, mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est récemment qu'ils ont changé ça. Parce que la R34 avait ces limitations-là. Ouais. Dans le système. Mais une chose aussi, c'est que l'agreement comme ça, cette entente-là, c'est juste pour les chars à vendre au Japon. Fait que c'est un des trucs qui est arrivé, c'est que les chars, quand ils les produisaient, il y en a qui s'en allaient en Europe, aux États-Unis, tout comme ça. Mais ceux qui sortaient du pays, ils n'étaient pas limités. OK, ouais. Fait que c'est ça que ça a fait, c'est qu'il y a des chars, les chars étaient limités au Japon à ce 276 chevaux-là. Mais ben, en fait c'était pas vraiment limité parce que. C'est que c'était débloquable. En fait, c'était plus qu'il trichait les chiffres. Il affichait le véhicule à 276 HP, mais bien souvent, le véhicule va en avoir 300, 320 quand même. Oui, mais c'est ça. Donc, mais il mettait ce qu'ils disent il y a des modèles, c'était des limiter plates qu'ils appellent. Là. Pour le top speed. Ouais. Puis là, dans le fond, c'est sa performance. C'est ça. Ben, c'était comme, on va dire, en gros, là, un limiteur de performance, un peu de puissance moteur, là, mettons, là, qui englobe le top speed. Là. Chaque char JDM, je pense, sortait avec un top speed de 180 limité électroniquement. Fait que, tu pouvais pas. La voiture était barrée justement pour empêcher le monde de dépasser cette vitesse-là, vu que les performances de véhicule n'arrêtaient pas d'augmenter. Oui, mais c'est ça qui a amené à. Le monde se sont rendu compte qu'ils étaient capables de les débloquer. Ils avaient trouvé des moyens, souvent, j'imagine, changer l'ordi carrément ou juste les tuner pour débloquer la puissance qui était littéralement dans le char. Fait que ça qui a c'est mis vrai. Si tu regardes une Skyline R32, tu fais juste garder le bloc stock, puis tu fais juste rajouter une tune avec plus de boost, puis tu vas aller chercher encore plus de puissance. C'est vraiment des bikes qui étaient comme retenues de ce qu'ils étaient capables de faire là, réellement. Là. Ah, c'est ça. Fait que c'est de là que c'est né un peu juste pour donner un contexte, c'est de là qu'est né le mouvement de tuning au Japon. Là. Comment toutes les chars sont venus à avoir des chars sport comme beaucoup on tripe ici, là, avoir les chars japonais, les légendes JDM, mettons. Là. C'est de là que ça vient vraiment. En gros, là, c'est comme Tom un peu, là, qui pendant un bout, ça a été tu sauvais ton cash parce que tu avais des passes un peu plus difficiles, puis là, tu commences à investir dans ta machine, mettons. Là. Je suis le Japon. Ça va bien, là. Ça allait bien, sauf que j'ai un Européen. Fait que c'est ça, après ça, c'est le tuning, les shops de performance, là. Donc, tu sais, un petit peu pour continuer ce que Xavier disait, c'est avec tout l'essor des véhicules sport, ben là, il y a des shops à gauche, à droite qui ont commencé à se mettre en place parce qu'ils voyaient une demande pour aller chercher plus de puissance puis modifier les voitures en place. Fait que tu as des shops comme HKS, tu vas avoir des shops comme Toda ou d'autres shops comme, je sais pas, on pourrait dire Blitz, que là, c'est vraiment leur essor où est-ce qu'ils vont commencer à produire des grosses pièces de performance pour vendre au final. Puis pour tester ces pièces-là, ben, chacune de ces shops-là, ben, ils commencent à aller plus ces tracks, à essayer d'avoir la meilleure pièce, le plus de performance, le meilleur package à comparer des autres shops. Donc, c'est un petit peu toute cette mentalité-là qui a vraiment embarqué dans qu'est-ce qui est le Midnight Club. Là. Fait que dans le fond, il est parti. Ça a vraiment été une gang de chums. Un peu comme Crown, Tom. Tom, t'as-tu parti un. Moi, on faisait de la course de rue dans les rues de ma ville natale. C'est à 35. Ouais. Le vrai club, il a vu le jour en 1987. Ça a vraiment été une gang de chums. Ça a commencé comme ça. Il faisait de la vitesse. Puis pour être dans le club, il fallait au moins atteindre 250 km/h. Mais ça, c'était le minimum parce que pas mal toutes les autos, c'était du 300 km/h. 250. Puis, tu restes là. Mais tu restes. C'est 250. Si je me trompe pas, une des raisons aussi pourquoi ce kilométrage-là, c'était celui-là, c'était le fait aussi que la police, à cette vitesse-là, ne pouvait pas venir te rattraper. Ouais, c'est vrai, j'ai vu ça aussi, c'est vrai.
La police pouvait pas suivre. Fait qu'il y avait comme une règle qui se disait à partir de telle vitesse, suis le pas, c'est trop dangereux, genre, ou tu te rendras juste pas. T'es pas capable d'aller chercher ton job. Ben déjà là, pas à la base, c'est limité à 180 km/h. Fait que si le char passe à 250, tu fais juste jouer well, too bad. Comme dans les films là, qu'on voit les policiers avec le radar, faire genre, check le radar. Ah non, laisse faire. Laisse-le passer, c'est bon. Mais tu sais, on s'entend aussi que tenir un auto à 250-300 km/h pendant plusieurs minutes, c'est pas juste dur sur le physique de garder le char sur la route, c'est dur sur la mécanique. Là. La mécanique est à une chaleur à 300 km/h, là, les tires ils bouillent, ta mécanique bouille. Ça doit être. Sa mécanique, ça doit être quelque chose, on s'entend. Là. Puis dans le fond, eux autres, c'était surtout vraiment beaucoup axé étrangement sur la sécurité puis le respect. Dans le sens que c'est simple si t'étais pas. Fais-moi pas cette face-là, Tom. Je sais que ça fait bizarre rouler 300 km/h puis dire soyez respectueux. C'est route publique en plus. Ouais, c'est route publique. Mais c'était vraiment ça. C'était si tu étais trop dangereux sur la route, tu étais exclu du club. Puis il y avait 10% des personnes qui appliquaient pour être dans le club qui étaient refusées parce qu'ils étaient trop dangereux sur les routes. Parce qu'ils pensaient pas. Je pense. Qui étaient acceptés, excuse-moi, ouais. Sinon, qui était trop dangereux. qui était juste trop dangereux sur la route, qui était irrespectueux sur la route, parce que c'est simple, dès qu'il y avait du trafic, ça arrêtait là. Ils coursaient pas à travers le trafic, c'était très respecté dans ce sens-là. Qui ont axé ça, justement. Ils voulaient un club qui se rejoignait à minuit, le Midnight Club. Puis ils coursaient justement, comme j'ai dit tantôt, c'était de Tokyo à Yokohama. Puis je suis sûr que tu es capable de trouver la distance, Tom. Ah, j'ai une question pour toi, pendant que tu parles de ça. Est-ce que c'est comment qu'ils se rejoignaient? Y avait-tu comme un signe? Parce que tu peux pas juste comme call out, hey, on fait des courses de 300 km/h cette nuit à 1h du matin à cet emplacement-là, revenez nous rejoindre. Il faut dire que là-dessus, il y avait des mythes aussi, là. Ouais, c'est ça. Il y a un mythe connu que je sais que c'est. Il mettait des petites annonces dans le journal, genre. Ça c'était une des légendes là, qui disait là, il mettait une annonce comme des spécialistes de sacoches ou de quoi de même, là, puis de genre rendez-vous de spécialisation. Je vends des sacoches à telle place, mettons. Des choses d'espions, là. Ouais, le monde, il savait, genre, que ça veut dire on se rejoint là, OK, c'est le club, that's it. Mais ça a l'air que la vraie façon qu'ils se parlaient, c'était par téléphone. Ouais. C'est aussi simplement. C'est tellement... On n'est pas dans les années 30, là. Ils envoyaient des messages, puis dans le fond, ils se réunissaient à minuit, puis c'était toujours là que la course commençait. Puis, fait que dans le fond, c'est pas mal ça. La distance, ça, c'est quoi? C'est entre Yokohama puis... Yokohama puis Tokyo. Ouais. Tokyo. Sur le Tomei Expressway puis le Shuto, ils disaient souvent, là. Ouais. En fait, c'est des autoroutes qui sont rendues super célèbres pour ça. On y va dessus? C'est Moi, puis on va y aller. Entre Tokyo et Yokohama, selon Google, qui est une bonne source. On me dit que c'est 39 km. 39 km. Fait que, mettons, Jay, c'est un Montréal... 37 km, excusez. Ah ouais, juste ça. Tabarnane, il montait vite la vitesse, pareil. 39 km, ça passe quand même vite sur l'autoroute, là. À 300 km/h. À 300 km/h, ouais, là. C'est pire que ça, c'est juste aussi, tu sais, c'est 37 km de temps que ton char, ben, mettons qu'on est en 30, là, parce que c'est 30 km de temps. Faut qu'il freine, là. Ouais, exact, parce que, tu sais, c'est beau avoir de la mécanique, mais ça te prend un certain arrêt, tu sais. Je comprends qu'il, tu sais, en fait, ce groupe-là le faisait de nuit pour être sûr qu'il n'y ait pas de trafic, puis etc. Ouais. Mais en même temps, c'est certain qu'il devait avoir des voitures en chemin, qu'il devait avoir quelque chose. Ouais, des fois, il y avait que l'autoroute était complètement vide. Là, je pense que c'est une de leurs règles là, de conduite, là, de sécurité. Je pense qu'il y avait un spécialiste CSST dans leur club quand même. une des règles que j'ai vues, c'était maximum une voie de distance entre le trafic civil, mettons. Là. Ah ouais? Fait que toujours une voie entre.
Fait Tu ça, sais, tu faut passes se à côté. renseigner là-dessus, mais je doute que c'était une autoroute 2 voies comme la 30 ou la 20 aussi. Ah, non, Non, c'est une 4 voies. c'était les Ben, c'est ça. expressways, là. C'est les grosses autoroutes, ouais, 4 voies, comme tu Ouais, dis, Ouais, c'est là. ça. Puis, Fait qu'on s'entend qu'à Mississippi, tu as plus place à la vitesse. Ouais. Pas que je dis qu'il faut faire de la vitesse sur l'autoroute, je ne dis pas ça. Ben, fait que c'est un bon segue quand même de parler un petit peu de qu'est-ce qui était nécessaire pour se rendre à 300 km/h. Oh my God. Le club qui est les chars qui étaient à la base dans ce club-là, c'est surtout, on va avoir des Nissan Skyline, Nissan 300 ZX, on va avoir aussi, qu'est-ce qui était aussi, RX-7, Supra, qu'est-ce qui était la plus réputée, dans le fond, et la plus connue du club, c'était une Porsche 930 surnommée Blackbird. C'était vraiment je pense, le char le plus répertorié parce que un petit peu tout comme depuis le début, un petit feeling de espionnage, là, puis genre cacher nos shit, puis pas d'en parler à personne. Fait que tous les véhicules qui ont vraiment participé à ce club-là, il y a très, 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 très Ouais, c'est peu pas d'informations. Tu C'est pas mystérieux. tu peux pas Google le Midnight R32 GTR puis trouver l'information de qu'est-ce qu'il y avait dans la voiture. Ouais, faut dire, les membres sont vraiment. Personne ne les connaît, là. C'est ça. inconnu. Tous les membres n'ont juste jamais parlé du club, donc les informations ne sont pas là. Par contre, il y a la Porsche il a sorti un article en 2010 au Japon sur cette voiture-là qui parlait un petit peu de c'était quoi qui était nécessaire pour se rendre là à 250-300 km/h, puis être capable de durer ça pendant 15-30 minutes. Donc, c'est à la base une Porsche 930. Puis, qu'est-ce qu'ils ont fait pour améliorer la voiture pour atteindre ces vitesses-là? C'est vraiment, ils ont pris le catalogue de Porsche de course, puis ils l'ont poussé dans le char, puis ils ont fait en sorte d'avoir une transmission qui a été guérée en fonction d'atteindre un top speed de ces vitesses-là. Donc, la première vitesse se rend à 120 km/h, la deuxième à 250, la troisième, elle se rend en haut de 300. Là. Un speed bike rendu là. C'est exactement ça. Là. Première vitesse dans les 100 km/h, man. What? C'est Ouais, comment? tu cruises à 10 à 100 km/h, c'est la première. C'est whack, là. Puis c'était un petit peu pour montrer le côté fou de tout ça. C'était vraiment... Il y a eu beaucoup de rumeurs aussi que c'était des propriétaires de shops de tuning qui faisaient partie du Midnight Club. Donc, c'était vraiment pour pousser leurs limites de leurs pièces. Donc, vraiment de dépasser leur capacité à chaque fois. C'est juste la recherche et développement, dans le fond. Là. Ouais, c'est littéralement ça. Il n'y avait comme pas de place en ligne droite pour faire ces tests-là, genre privés. Fait à la limite, c'était comme, on va aller sur la route, on va faire attention. C'était comme... Ouais, parce qu'un circuit, c'est pas comme la route, là. On veut dire, avec comment les courbes c'est fait, puis avec les vibreurs, puis les stretches en ligne droite, c'est pas comme... c'est pas l'idéal. Ben, maintenant, ils font ça, là, les vrais shops, là, j'imagine. Mais, de tester des pièces de performance pour la route, mais les tester sur un circuit, plus petit ou de quoi même, j'imagine, c'est pas pareil, là. Fait que là, ça veut dire, Jake, que je peux aller tester mon Subaru sur l'autoroute? Je dirais que t'es pas capable de dépasser 180 parce que t'as sûrement encore ton limiteur. Non. Je te confirme que non, mais en circuit fermé, OK? Puis, un peu pour continuer, tu sais, même le moteur à la base, c'était une base de 930 avec une tête de 934. Donc, les 934, c'était toute la version race car de Porsche. Donc, je sais pas, j'aimerais ça voir, peut-être trouver des informations sur comment ils ont pu commander ça de Porsche. Il y a juste un gars random au Japon qui a écrit à Porsche où il les a appelés genre en 1988. Puis genre, j'ai acheté votre Porsche, mais je veux rouler 300 km/h. Pouvez-vous m'aider? Puis il était comme, wow, on peut t'aider, boy. Mais aussi du côté de turbo, c'est littéralement le race car qui a roulé sur le circuit Le Mans. Ils ont pris le turbo, l'ont mis dans cette Porsche-là. L'extérieur du char, tu n'aurais pu jamais deviner que ce véhicule-là était super modifié, peut-être qu'en l'entendant, mais je veux dire, juste comme ça, tu avais très, très peu de design Q qui te dirait, OK, ce char-là a 300, a 800, 700 HP au moteur et roule 300 km/h. Fait que c'est vraiment des véhicules qui se camouflaient un petit peu à travers les autres voitures. Surtout qu'ils roulaient de nuit, là. C'est ça, en plus, ils roulaient de nuit.
Puis c'est vraiment ça. Tout est upgradé avec des pièces de race car de Porsche et ensuite des pièces développées par eux-mêmes. Donc, vraiment du custom pour continuer avec ça. Même que, qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est pour les pneus. Tu sais, quand tu roules fucking 200 km/h et plus, puis ton pneu décide que c'est sa dernière rotation, mais même s'il décide d'exploser, là, les chances de survie sont littéralement de zéro, OK? Je veux dire, ça explose à 250 km/h, retiens ça, c'est vraiment quasiment impossible. C'est sûr qu'avoir des skills, ça l'aide, mais qu'est-ce qu'ils ont permis de faire? C'est qu'ils ont utilisé un système d'Enlock. C'est un système, dans le fond, que si le pneu explose, ça permet que le pneu reste sur la roue et non des choses. Fait à la place, le pneu restait sur le mag, ça te permettait de réussir à possiblement sauver ta vie en haut de 200 km/h s'il y a une rupture. Techniquement, il était bedlock, genre. Ouais, c'est un peu comme les trucks là, de Je pense que c'est ça. Là. Si je regarde Denlock, là, je suis capable de trouver l'information. Là. Je pense que c'est ça. C'est vraiment une technologie qui permet que le pneu il reste sur le mag. Là. Ouais, c'est ça que j'ai eu. Il mettait beaucoup d'emphase sur justement aider à ce que ce soit le plus sécuritaire possible. Ouais, tu ferais voir on pourrait montrer les photos, là, mais genre, exemple, la Porsche, la Blackbird, justement, là, il y avait à l'emplacement des fogs originaux, c'était des gros phares, c'était des gros headlights, dans le fond. Là. Il y avait des gros beams de lumière, justement, pour avertir le trafic, que tu t'en viens. Puis aussi pour voir super loin, super large, là, à cette vitesse-là, mettons. C'était étrangement beaucoup axé sur la sécurité, pareil. Là. Ouais. C'est quand même je pense que, on en a parlé dans l'épisode aussi, mais je pense que la culture japonaise est très dans le respect aussi. Là. Ouais. Fait que je pense que ça va de pair aussi avec un peu leur mentalité générale dans tout ce qu'ils font. Là. Puis je pense que dans toutes leurs années d'opération, genre de 97 à 98, c'est ça? 87, ouais. 87 à... Ouais, fin des années 90. Là. Fin des années 90, ils n'ont jamais eu d'accident répertorié. C'est vraiment juste à la fin, je pense que Tom, tu peux peut-être en parler, là, c'est toi qui étais plus au courant. Là. Moi, de ce que j'ai lu un petit peu, tu sais, justement, qu'en 99, ça va arrêter parce qu'il y avait eu un accident assez intense. Le seul, en tout cas, parmi les seuls répertoriés, là, qui a mis fin un peu à ça, puis s'est rendu compte qu'il y avait trop En fait, que cette autoroute-là, qui était presque morte la nuit, maintenant, avait beaucoup trop de trafic, il y avait beaucoup trop de gens qui étaient comme involved dans cette autoroute-là, fait que ça a comme arrêté d'un coup, puis il n'y avait plus rien. On doute que c'est à cause de l'accident, parce que justement, il y avait un respect assez fort sur la personne, puis sur le respect des autres. Mais on n'a comme pas pas de preuves, mais on n'a pas d'informations précises, parce que justement, il n'y a jamais personne du Midnight Club qui s'est prononcé sur rien. Ouais, ben c'est ça. Ben, il y a au moins l'accident final, comme tu as mentionné. Là, il y a eu un accident qui était une très grosse raison pourquoi ils ont mis fin au club là, aussi. Là. Ouais. Du fait aussi, justement, qu'il y a souvent de plus en plus de trafic sur cette autoroute-là. Mais il y a l'accident final, là, qu'il y a des... il commençait à se créer des rivalités là, entre les clubs de... Parce qu'il faut dire que le Midnight Club, c'était pas le seul club qui poussait leur char sur l'autoroute pour atteindre des vitesses puis tester leur performance. Là. Il y avait d'autres shops qui faisaient le même principe un peu, mais ça, c'est vraiment le club le plus célèbre qu'on parle en ce moment. Puis il y a un autre, des mêmes années, il y a un autre club, là. Ben, je dis club, mais c'est plus comme un gang. On va dire pas un gang de jeu, mais un gang de chars. Mm-hmm. Ça s'appelait les Bozozoku. Bozozu. Mais ils sont encore quand même assez connus, je te dirais. Ouais, eux autres, ils existent encore. Mais ça, c'est vraiment un gang, là. C'est des hors-la-loi, là. Eux autres, c'est un club de... C'est surtout... Je pense que c'est principalement, là, je pense pas que c'est juste des motards, mais c'est des motards, en fond, c'est avec des petites motos, là, des petits 2 temps, je pense, là, qui font bien du bruit. J'aime ton imitation de moto. Puis ils roulent partout au centre-ville, puis ils passent à côté des chars de police, ils kickent les chars de police, mais c'est des groupes là, de 30 motards et plus, là, mettons. Là. Puis je pense qu'ils commençaient à créer des rivalités, justement, entre le Midnight Club, qui était un peu, on va dire, respecté, malgré le fait que ça a l'air que l'affaire de la vitesse au Japon, puis
pas briser, mais pas respecter les lois. C'était pas bien vu, là. Mais là-bas, c'était vraiment mal vu. Puis les Bozoku n'étaient vraiment pas aimés du public. Puis justement, il y a une rivalité qui s'est faite. Puis à un moment donné, il y a eu une course qui s'est créée sur cette autoroute-là vers la fin en 99. Comme tu disais, l'accident, là. Puis ça s'est fini justement dans une zone de haut trafic. Puis justement, il y a eu des morts. Puis ben là, automatiquement, dès qu'il y a eu des morts, le club, on comprend leur psychologie un peu. Il y a des morts, ça ne respecte plus la sécurité, c'est pas prudent. On met fin à ça. Puis on pourrait peut-être parler un peu plus de Bozoku. Parce que en même temps que Midnight existait, puis qui développait un peu une sorte de, comment on pourrait dire ça, de légende dans le milieu de l'automobile, où est-ce que tous les jeunes voyaient ces chars-là, puis voyaient leur valeur et tout, et disaient aïe, c'est vraiment à la limite, c'était pas tant des criminels, parce que la base de ce club-là, c'est la sécurité du monde alentour. Ouais. Puis t'as vraiment les Bozoku, où est-ce que leur mentalité, c'est la contre-culture. Donc, c'était vraiment d'être contre tout ce qui pouvait être la loi et l'ordre au Japon, tout ce qui était justement cette culture de respect-là. Donc, à partir des années 80, même, je pense, dans le coin de 1990, c'est vraiment là où est-ce que le club de Bozoku était le plus gros. Tu avais, je pense, même à un certain moment, 40 000 membres. Puis qui était très, très affilié à la mafia japonaise. Donc, ça, c'était un gang. C'était vraiment un gang qui était contre-culture puis qui était très, très dur à contrôler. C'est rendu là, en 99, ce gang-là de Bozoku ont juste essayé de gosser Midnight, la gang de Midnight, puis ils ont poussé la course dans des zones qui étaient avec du trafic. Donc, c'était vraiment ça qui a causé l'accident. Puis en même temps, ben, toute cette culture-là de Bozoku a amené d'autres, a quand même poussé aussi les jeunes qui étaient contre-culture vers ce côté-là. C'est aussi pour ça, peut-être que, je pense que vous avez peut-être remarqué souvent sur des véhicules japonais, il y a des anneaux en plastique qui est accrochés en arrière du bumper en arrière. Ben, c'était très, très populaire dans la culture Bozoku. C'était une sorte de fuck you aux autorités. Parce que dans le fond, c'était des anneaux qui étaient accrochés dans les métros en haut pour se tenir. Puis eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'ils coupaient la strap puis ils partaient avec. C'est comme un signe anti-culture qui accrochait derrière leur moto ou derrière leur voiture pour montrer que, genre, fuck you, on s'en crise de vos lois, puis on fait ce qu'on veut. Puis les voitures, eux, accrochaient ça sur leur bumper pour montrer à quel point leur voiture était rendue basse à comparer du sol. Donc, ils accrochaient ça à un point du bumper où est-ce que normalement, ça ne toucherait pas à terre. Puis, genre, ça scrapait à terre. Puis c'était un peu vraiment une sorte de rébellion envers ce que le gouvernement japonais et la culture japonaise était. C'est encore populaire aujourd'hui. Là. Encore aujourd'hui, on en voit même ici au Québec, il y a des chars de drift qui attachent ça, là, un peu le style street, là, mettons. Là. C'est pas tout le monde qui connaît l'origine de, comme tu viens de parler là. Mais on en voit souvent attachés en arrière sur les chars traînateurs. La culture, ça va vraiment. Ça, le Bozoku était vraiment connu. Moins mystérieux, je pense, que le club, mettons. Ouais, ce que je trouve quand même drôle, c'est que, comme tu dis, les Bozoku, ils avaient jusqu'à 40 000 membres à leur pic, je pense que tu as dit. Ouais, exactement. Sachant pas qu'ils se prenaient en compétition, mais dans le sens qu'il y avait. Comment je pourrais dire ça? Tu sais, le Midnight Club n'a jamais compté plus que 30 membres, eux autres. Fait que, tu sais, qu'un groupe de 40 000 membres avait comme rival un groupe de 30 membres, ça veut dire que les 30 membres avaient quand même des chars. C'est le statut légendaire. C'est ça, c'est exactement. Ouais. C'est ça qui est quand même fou, là. Puis, tu sais, le statut légendaire, mais aussi mystérieux. Je suis pas mal sûr que dans le Bozoku, il y avait bien des gens qui étaient connus des autorités, puis qui étaient comme connus un peu dans le milieu comme étant comme haut classés là-dedans. Tandis que dans les nightclubs, tu étais juste comme je connais Blackbird parce que c'est la voiture la plus connue. Ouais. Mais je sais même pas c'est qui conduit. T'sais. Je veux pas vous dire, mais je l'étais dedans. Ouais, c'est ça. Dans sa jeunesse, il y a 20 ans. Dans ma jeunesse. Hey, j'en ai vécu des affaires, moi. Moi, il y a une affaire qui me fait vraiment rire, par exemple. Japonais? Ah ouais, avec les yeux bridés, on le voit. Mais moi, il y a quelque chose qui me fait vraiment rire. T'sais, la culture japonaise est super, elle s'approprie beaucoup
Tu sais, tu l'as dit tantôt, ils ont eu une économie qui était très locale, fait qu'ils ont commencé à faire comme plusieurs sous-catégories de voitures, puis d'avoir plein de voitures qui étaient comme différentes, puis sport un peu. Puis comme dans le Midnight Club, la voiture la plus connue, c'est une européenne. C'est même pas genre japonais. C'est ça. Moi, ça me fait quand même très rire. Ouais, c'est vrai. Puis, tu vantes un peu les mérites de cette voiture-là, puis elle est complètement européenne. Fait que moi, je trouve ça quand même drôle que. Ouais. Moi, c'est ce que je pense pas qu'on aurait la réponse aujourd'hui, mais je me demande à savoir pourquoi cette voiture-là avait été choisie. Est-ce que c'est parce que dans les années 80, si mettons on regarde à travers le monde, je crois qu'une des voitures les plus connues et performantes, Porsche était dans ses années les plus fortes. 80-90, je pense que c'est dans ces années les plus fortes, mettons exemple avec une voiture qui était non limitée. Parce qu'encore une fois, au Japon, on l'a parlé tantôt, c'est des voitures qui étaient limitées. Ça doit être une partie de ça qui a fait que ça a été le choix de la Porsche qui a été fait. C'est que tu arrives au Japon, tous les véhicules que tu vas avoir, ils vont être limités à 276 HP au moteur. Ouais. Peut-être un peu plus en réalité parce qu'ils trichaient les chiffres, mais tu as quand même 180 km/h de limite. Faut absolument que tu aies un speed, quelque chose qui te permet de débloquer cette limite-là. Puis la Porsche, je pense que c'était plus quelque chose qui n'était pas encore fait au Japon, un supercar. Ouais, mais tu sais, quand tu checkes ça, il y avait aussi des Ferrari et tout. Fait que pour que la il y avait Porsche, une Ferrari dans le club. Il y avait une Ferrari dans le club. Fait que, c'est vrai, mais c'est vrai. La C'est différence quand même aussi, je pense que le fait que le moteur soit à l'arrière aussi, ça doit donner, moi en tout cas, je crois, peut-être une meilleure stabilité au Peut-être que régime. tout simplement, le gars, il aimait la base. Puis à la base, C'est c'était déjà ça. une voiture performante versus acheter justement une 300ZX ou une Fair Lady, puis la crinquer. Au pire, il s'est dit, on va m'acheter direct une Porsche qui est Puis déjà performante. Puis Ouais, exact. il y a genre tout pitché un race car dedans. Il fait genre, OK, les pneus race car, les transmissions race car, moteur race car, turbo race car. C'est comme. Ah, c'est fou. comme tu disais tantôt, Jay, il a parlé à Porsche pour aider à tuner son char, mais il faut dire qu'il a vraiment, selon la légende, il a vraiment envoyé son char à Stuttgart, en Allemagne, chez Porsche, pour faire tuner. Il a dit, je vous envoie mon char. Là, ça a l'air que c'est super rare comme procédure, là, mais qu'il a envoyé son streetcar chez Porsche, dire crinquez mon char, tunez-le. Ils ont donné à peu près une centaine de plus de HP quand ils ont renvoyé. Je pense qu'il était déjà dans les 450 chevaux, puis il est revenu à 500, 540, 500 dans ce coin-là. Là. moi, je suis pas mal sûr que je peux faire ça. Moi aussi, envoyer mon char au Japon pour qu'il se fasse tuer dans toute la rue au Japon. Ça va rien coûter. Jay, tu peux m'arranger ça? Non, je peux t'arranger ça, je te paye, pas de stress. Ouais, c'est ça. Il fait de l'import, mais il fait de l'export aussi. Mais moi, ce que je trouve quand même, je pense, en tout cas, je crois, là, il y a comme un côté aussi, comment je peux dire ça? On le parlait tantôt, la Porsche, c'est comme super comme renommé un peu, puis c'est complètement différent aussi là-bas, puis c'est pas un modèle qui vient de là. Puis, je veux dire, au même titre que nous, importer une voiture avec un volant à droite, c'est impressionnant. Pas mal sûr qu'avoir une voiture avec un volant à gauche, ça doit être vraiment impressionnant aussi au Japon. Là. Ben, je pense que le fait que même c'est en ce moment, il y a une culture des Japonais qui tripent sur les muscle cars américains. Ouais. C'est comme l'inverse carrément aussi qu'ils se font. Là. C'est exotique pour eux quand c'est différent, j'imagine. C'est comprenable parce que c'est complètement différent. C'est quelque chose qui est non disponible. T'sais. Nous, on cherche le contraire de l'autre côté parce que justement, il y a une certaine rareté. Puis je pense qu'on associe à la rareté quelque chose que tu n'as pas. Oui, exact. Quelque chose de nice à avoir en soi. Là, mais puis le volant, je pense que le fait que justement, c'est une voiture qui était haut de gamme, volant à gauche, puis en plus que tu bats tout le monde, on dirait que c'est comme. Limite, là, je trouve que c'est comme un peu contre-culture. En tout cas, je trouve que c'est un. Ben, déjà là, avoir un volant à gauche, c'est un peu comme avoir de l'argent parce que tu as un véhicule qui n'est pas produit au Japon, donc qui est importé au Japon. Donc, déjà là, à la base, c'est un véhicule qui coûte plus cher. Être à gauche, un peu comme. Ils n'ont pas vraiment de loi comme ici empêchant les véhicules conduits à gauche de rentrer dans le pays. Tu peux conduire quelque chose de quand même très récent conduit à gauche. Ils n'ont pas vraiment de problème tant que tu respectes les inspections. Puis, c'est vraiment ça. C'est vraiment. La Porsche, c'est vraiment, j'ai de l'argent, je la fais venir de l'Allemagne jusqu'au Japon. Puis en 80-90, faire importer une voiture, c'était pas comme aujourd'hui avec la facilité qu'on a. Là. C'était vraiment sûrement une gestion malade
d'essayer de faire shipper ça comme ouais, je suis au Japon, je viens d'acheter votre char que vous venez de me shipper. Ouais, c'est ça. Puis, je vous le renvoie pour vous le modifier avec des pièces de race car, puis vous me le renvoyez. Maintenant, c'est comme. Ça tellement c'est dû ça. être coûteux, là, faire ça. Là. Ouais. C'est fou. Là, Ouais, ben, c'est- aussi parce que en même temps, c'est le seul membre qui est connu du club. Là. Je ne sais pas Ouais. son nom. C'est un peu, on va se le dire, c'est un peu plus dur à retenir des fois les noms de ces capable de membres-là. le trouver, là. Mais de ce qu'on sait, c'est que le gars, apparemment, il était médecin. C'est le propriétaire de la Blackbird. Il était originalement médecin. Puis il est devenu concessionnaire de voitures. Fait que là, de là, je pourrais comprendre qu'il y avait un bon budget pour s'acheter puis modifier sa voiture, mettons. Les Là. médecins, Ouais. c'est un dealer de char, je pense que tu as les moyens pour. Ouais. Pas juste ça, C'était t'as les monter un plugs char de aussi, là. 850 les chevaux. moyens, t'as pas mal tout, là. Ouais, tu sais, parce que tu sais, déjà que tu es au Japon, il faut tout que tu Puis, fasses limite importer. Là, tu sais, à part si tu un char japonais, si tu vends une concession qui est autre, qui n'est pas produite au Japon, il faut tout que tu fasses importer. Fait que déjà là, tu as déjà des plugs pour l'importation. Ouais. Parce que tu sais, dans les années 80-90, c'est sûr qu'il y avait pas mal plus de voitures japonaises qui se vendaient. Là. Aussi, j'imagine qu'il y aurait beaucoup de trucs qui sont custom sur son auto, là, parce que chaque membre avait comme une spécialisation. Parce que fallait qu'il y ait quelque chose qui puisse apporter au club aussi. Tu peux pas juste être le chummy et that's it. Fallait que ce soit, genre, tu sois, je sais pas moi, soudeur ou un qui est mécanicien performance ou chacun a une spécialité. Là. Ce que moi, j'ai cherché un petit peu sur Midnight Club, je cherchais un petit peu l'après de tout ça, parce que c'est quelque chose qui s'est soit terminé et qu'on n'avait plus jamais entendu parler. Mais je pense que les gens ont voulu le faire revivre aussi à partir de tout ça. Puis, on parle de comme des années comme fin 90 à peu près. Mettons Initial D que beaucoup de gens connaissent, qui a été un manga, si je ne me trompe. Aussi Un animé. Un animé. Je pensais qu'il était un manga avant d'être un animé. Mais qui a été un animé vraiment longtemps, là, je pense, en fait, pas je pense, de 95 à 2013, jusqu'au dernier épisode diffusé. Là, c'est très, très long. Là. Puis ça, s'il y a des gens qui ne connaissent pas, en fait, Initial D, c'est une série, en fait, sur un jeune homme qui est un livreur pour son père qui a une business de tofu, en fait. Un livreur de tofu! Ouais, exact. Puis, en fait, dans le début de l'histoire, il déteste conduire. Puis, il se découvre des skills, il rencontre des gens, puis à un moment donné, il finit par comme aimer la course de rue, tu sais. Mais, tu sais, il y a comme un peu cette culture-là où qu'on essaie de ramener le fait que les gens de nuit coursent, puis comme créer un genre de... Comment je peux dire ça? Ils ont comme une deuxième vie de nuit, mais encore une fois, ils publient ça nulle part, tu sais. Ils disent à personne, puis il n'y a personne qui sait à part les gens avec qui ils coursent la nuit, tu sais. Fait que c'est un peu dans le même genre, tu sais, ou sinon, soit ça, ou Wangan, Midnight, qui a été un animé, qui a été une série, un film, puis un manga aussi, mais qui est commencé par un manga, là, qui est littéralement... Je ne sais pas si on peut dire l'histoire au complet, parce qu'il y a peut-être des variantes, là. Mais tu sais, on parle du Blackbird, on parle de la 300ZX, on parle de beaucoup de modèles du genre. Fait que tu sais, on essaie encore de ramener tout ça. Puis l'histoire, c'est littéralement qui court sur l'autoroute, là. C'est ça aussi. Exact. Puis tu sais, ça, c'est sorti comme en 93, en tout cas le manga, tout de même. Fait que tu sais, on est comme directement dans les histoires, dans les fou, années pareil, de ça. Là. Ouais. C'est fou. Y a-t-il quelque chose de répertorié pour le fun? Je viens de penser à ça. Pour le plus gros record de vitesse, y a-t-il quelque chose? Savez-vous si... Je pense qu'ils gardaient ça pour eux. Ouais, je pense que... Ça serait tellement leur genre, là. T'avais la Blackbird en avant, puis... Ils ne se vantaient pas au public là, de ça. C'est juste entre eux, ils se disaient, check, moi j'ai atteint ça, boum, puis il y avait sûrement un compteur de vitesse qui enregistrait, là, justement, là, que... ou bien il y avait Xavier au bout de l'autoroute avec son scan. En train de planter un arbre. Aussi, c'est pas juste d'atteindre la vitesse, il fallait qu'elle tienne aussi. Il roulait pendant des nuits complètes, des 6 heures de temps à pousser ton char à 250-300 km/h pendant des dizaines de minutes. Là. Man, j'avais lu parmi les... Probablement, peut-être un mythe, peut-être c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de trucs, comme on parle, c'est super mystérieux, puis il n'y a pas beaucoup d'informations publiques là-dessus. Ouais. Mais les chars, les deux plus célèbres, c'est le Blackbird, comme on vient de parler, mais il y a aussi une Fair Lady Z, modèle 78, excuse. Modèle de 78 qui ont saucé. En fait, il y avait à peu près 600 chevaux aux roues. Puis c'est un moteur 6 cylindres, 3 litres twin turbo.
Puis ce char-là a atteint les 300 km/h. Puis après cette run-là, apparemment, ils se sont rendus compte que l'auto roulait juste sur 5 cylindres. Apparemment, il s'est rendu à ce 300 km/h-là sur 5 cylindres et non 6. Pas au Moi, je te garantis- 6e cylindre. Je te garantis que moi, là, s'il me manque un cylindre, j'ai de la misère à sortir du driveway. Là. Je connais ça. J'ai roulé mon Subaru sur 2 cylindres aussi. Imagine cool, le hein. nombre de gaz qu'il a dû se faire. Oh my God, ton cylindre. cylindre, il est lavé de gaz. Là. Ah ouais, c'est clair. Ah non, c'est atroce, là. Puis, moi, je m'imagine juste, mettons, exemple, que je roule pas de turbo, là, puis j'ai un 2 litres stock, là, puis c'est dégueulasse, là, t'sais. Je chauffe une Yaris, là, en plein été, là. Je veux dire, imagine-toi, le gars, il est sur 5 cylindres, puis a réussi à atteindre limite 300 300. kilomètres. J'ai une bonne idée pour finir ça, les gars. C'est quoi votre top speed que vous avez déjà fait? En fait, dis pas. c'est ça. Je te dis Non, pas. hey, on parle pas de où, là. J'ai pas dit où, là. Non, moi, je l'ai fait sur un circuit fermé, par exemple, là. Tout le monde sur un circuit fermé. Tout le monde pas de sur un vitesse. circuit fermé. Tom, c'est combien, toi? Attends, là, j'en ai. Ça, c'est ça. Je suis pas très, très élevé, là. Le plus haut que je me suis rendu, c'était 185, 190. Puis c'était à Napierville. Vous n'allez pas aimer la voiture, mais c'était même pas la mienne. C'était le Honda Civic Turbo de Newcombe. Toi, Zaz? Mais Moi, c'est 200. Moi, 200, c'est ma limite Mental? personnelle, mentale. Là, au-dessus de 200, c'est juste cave. Là. Ouais. Puis rendu à 200, moi, lâche le gaz. Là, parce que, pas le lâche tout, là, mais... C'est rien de méchant, c'est rien de méchant, mais avec quel char t'as essayé de rentrer ça? Parce que j'en ai pas un Ouais, en tête c'est- qui se rendrait jusque-là. si j'entends le Subaru, moi, c'est sûr que je capote. Subaru. Ok, bye. Subaru, 45. Subaru, Il y 45. a des morceaux de rouille qui tombent en arrière. Mais ça, c'est direct après avoir installé mes coilovers. Fait que là, je suis allé sur un circuit fermé puis j'ai essayé. Là, je me sentais bien. Ouais. La nuit avant de me le faire voler. Ah, C'était c'est nouveau. ça. Nice. C'est un circuit fermé. OK. Ça n'a comme pas de logique, ton histoire. Je sais pas, moi, je trouve pourtant c'est bien logique, là. Ça en a Ça se peut que tu vois le SPVM chez vous demain matin. Ils s'en viennent, dude. Ils s'en viennent. Toi, Jay, c'est combien? Ben moi, j'avais toujours des limiteurs à 180, donc c'est pas mal ça sur un circuit. Mon Subaru était bloqué, puis mon MR2 l'est parce qu'il est JDM, justement. Donc, c'est pas mal. Ça arrive au bout, puis ça fait. Là, tu relâches le gaz, t'es rendu au bout. C'est tellement décevant quand tu le pognes, là. Ouais, ça te bloque tout. Là. Sur Ah, le tu sais- STI, ça arrivait vite. Ça roule quand même. Sur le MR2, c'est rendu là, anyway, ça manquait de jus. Là. Ouais, c'est ça. T'es pas guéri non plus pour. Non, moi, c'est ça. Moi, ça a été 220. Bon. Ben, T'es-tu quoi? fier? Bon. Hein? OK. Quoi t'as dit, Le ça? Subaru. T'es-tu fier? Étrangement, là, j'ai 2 chars qui se sont rendus là. Mon Pas Subaru. d'escorte. Ok. Non, attendez, vous allez Dans rire. le champ. Vous allez rire. Puis Je pense- Bon, c'est mon Subaru que j'ai fait 220, mais sinon, ça a été avec mon Sunfire. Wow. Ça, c'est en même temps que l'exhaust est tombé, genre? Déjà, c'est tu manifold. Mais je peux pas dire que c'était 220, là, mais je sais que avant le Subaru, là, ça a été mon top speed, c'était le Sunfire. C'est quand même triste. Je trouve ça Ouais, vraiment c'est triste que. C'est vraiment triste. Tiens, en plus, puis je bâche pas les Sunfire, là, je suis juste en train de dire que s'il y avait un char qui se tient pas sur la route à 220, Ah non, ça- c'est un ça- Sunfire. là. Non, tu sais, surtout que c'est un char à 500$, ça fait que c'était innocent. Oh my god! C'était innocent, là. Je comprends pourquoi t'as frenché un poteau puis que t'as rentré dans le... Tu comprends? Je me fais plus confiance. Je me fais plus confiance. Sur ce, on n'écoute pas Tom. On fait pas comme Tom. Non, exact. Disclaimer! Mais il me semble que t'as pas mal d'histoires à nous conter sur l'histoire à ne pas faire. Je sais Je pas, te dis, là, en on gros, pourrait là, peut-être je vais écrire en un livre. On pourra se faire un épisode là, juste de ça, juste de Tom qui nous parle ses L'invité spécial. C'est ça, ses aventures. On va tous tirer une bûche autour d'un feu, là, puis on va jaser de ça. Fait que Sur sur ça, les boys, je pense Ça fait qu'on a le pas mal tour, résumé, on a pas mal résumé un peu le Midnight Club. J'espère que
pour les gens qui nous écoutent, c'est intéressant. Pour nous, en tout cas, on trouve ça hyper intéressant, surtout dans une culture où, tu sais, maintenant, la vitesse pour nous, c'est comme impossible ou limite mal vu, tu sais. Je trouve ça le fun d'aborder ce sujet-là. Puis on a parlé beaucoup de Japon, on aime beaucoup cette culture-là aussi. Fait que j'espère que tout le monde est intéressé par ça. Laissez-nous vos commentaires, allez liker la page. Sur ce, bonne fin de journée. Bye bye!